J'ai refusé de laver le linge de toute la famille. Mon beau-père m'a giflé à 2 reprises, j'ai attrapé une barre de fer et j'ai fracassé la table basse du salon. J'ai hurlé que si quelqu'un ouvrait encore la bouche, je détruisais cette maison. Dans l'enveloppe de mariage, il y avait 5 billets de 10 €. Ma belle-mère souriait en disant qu'à partir de maintenant, nous étions une famille. Mon mari, qui jouait à la console, a déclaré, sans lever la tête, que ce que disait sa mère était parole d'évangile. Sur la liste des tâches ménagères, il était écrit que je devais laver, cuisiner et nettoyer. Le tout à ma charge. De plus, je devais y verser 500 € par mois pour les frais de la maison. J'ai lâché un rire froid et j'ai jeté l'enveloppe sur la table avec mépris. Le jour du mariage, as encore vêtu de ma robe de mariée. Ma belle-mère Sylvie a poussé la porte de notre chambre. Elle tenait un plateau avec des fruits coupés. J'étais assise au bord du lit, en train de me démaquiller. Julien, mon mari, était affalé sur le canapé, absorbé par son jeu vidéo, sans même demander un regard. Le visage de ma belle-mère affichait un sourire figé. C'était le même sourire que je lui avais vu dans la boutique de robes, chez le traiteur, et lors de chaque négociation, la courbe parfaite du sourire d'un loup déguisé en agneau. Camille. Ma chérie, quelle journée épuisante. Prends un peu de fruits. Elle a posé le plateau sur la table de nuit et a sorti une enveloppe bombée de la poche, de son gilet. Elle me l'a tendue à 2 mains. C'est pour la cagnotte commune, la maison. À partir d'aujourd'hui, nous partageons les dépenses et les obligations. Comme une vraie famille, j'ai essuyé mon rouge à lèvres et pris l'enveloppe. Elle était assez épaisse, environ 2 centimètres. Julien a enfin levé la tête, a jeté un coup d'œil, rapide, et s'est replongé dans son jeu en murmurant que ce n'était pas la peine de faire de telle manière. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe sur le coup. La coutume veut que les cadeaux s'ouvrent en privé, mais ma belle-mère ne l'entendait pas de cette oreille. Elle est restée plantée à côté du lit, les yeux fixés sur mes mains, son sourire s'élargissant encore. Ouvre-la. Regarde, je suis allée exprès à la banque pour retirer des billets neufs. J'ai déchiré l'enveloppe et une liasse de billets rutilants est apparue. Yoï est sorti le premier. 10 €. J'en ai sorti un autre. Encore 10 €. Yoï, sorti tout l'argent et je l'ai compté. 5 billets de 10 €, un total de 50 €. J'ai remis l'argent dans l'enveloppe et je l'ai posé sur la table de nuit. J'ai regardé ma belle-mère sans dire un mot. Son sourire n'a pas bougé d'un millimètre. Comme soudée à son visage, elle s'est retournée et a sorti une feuille de papier de derrière son sein, parfaitement imprimée, avec pour titre « Liste des tâches ménagères ». En me la tendant, elle a pincé légèrement les doigts, comme si elle craignait que je la refuse. Camille, dans cette maison, nous sommes nombreux et il y a beaucoup à faire. Avec des règles, c'est plus simple pour tout le monde. L'Islam. Et si tu ne comprends pas quelque chose, je t'expliquerai. J'ai pris la feuille et je l'ai lue de haut en bas. Alaftil. Camille se chargera des 3 repas quotidiens pour les 6 personnes de la famille. Le petit déjeuner, prêt avant 7 heures. Le déjeuner à 12h30. Le dîner à 20 heures. 2. Camille se chargera de laver le linge de toute la famille, y compris les sous-vêtements et les chaussettes à la main, 3 fois par semaine. 3. Camille se chargera du ménage de toute la maison, y compris laver les sols, couffer les poussières tous les jours, avec un grand ménage de printemps chaque vendredi. 4. Camille versera 500 € par mois pour les dépenses de la maison. 5.
Ces clauses entreront en vigueur dès le lendemain du mariage. Pendant que je lisais, ma belle-mère a ajouté que l'estomac de mon beau-père était fragile. Donc le petit déjeuner devait être léger. Julien adorait la viande. Il fallait des protéines à chaque repas. Chloé avait la peau sensible. Il fallait utiliser une lessive bio spéciale, très chère. Mais c'était pour le bien de la petite. Lucas était en pleine croissance. Il lui fallait un encas le soir. Oh, oh. Et les chaussettes de mon beau-père devaient être lavées à la main. Il détestait l'odeur de la machine. J'ai écouté chaque mot. J'ai plié la liste en deux et je l'ai glissée sous la coupe à fruits. Sur l'écran de Julien, une musique de victoire a retenti. Il a posé son téléphone et s'est étiré. « Maman, tu as vraiment tout bien organisé. » Ma belle-mère lui a tapoté l'épaule en souriant. Je me suis levée et suis allée vers la coiffeuse pour finir de me démaquiller. Le coton a retiré la couche épaisse de fond de teint de ma joue. Dans le miroir, ma belle-mère était toujours plantée là, le regard braqué sur moi, attendant ma réponse. Je l'ai appelée doucement. Elle a répondu tout de suite. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter cette liste. La chambre est restée silencieuse pendant 2 secondes. La main de Julien, qui buvait de l'eau, s'est arrêtée en l'air. Le sourire de ma belle-mère s'est fissuré. Elle s'est tournée vers son fils. Julien a posé son verre sur un ton que je ne lui avais jamais entendu depuis notre rencontre, un ton bien, différent de celui qu'il prenait pour me séduire, a dit que sa mère avait passé des mois à organiser notre mariage et qu'il fallait que je la soulage un peu. Ce n'était que des tâches ménagères. Après tout, quelle belle fille ne faisait pas. Je ne me suis pas retournée. J'ai continué à me regarder dans le miroir en enlevant mon eyeliner. J'ai demandé si le standard de la belle fille dans cette maison, c'était de laver, cuisiner et nettoyer pour tout le monde. Et en plus et payer 500 €, ma belle-mère est intervenue pour dire que ce n'était pas payé, mais participer aux frais. Elle a demandé si je comptais vivre ici, et que tout ça coûtait de l'argent. Pensais-je vivre à l'œil? Je me suis retournée et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai demandé s'il avait mis mon nom sur le titre de propriété de l'appartement. Le visage de quand belle-mère s'est décomposée. Julien s'est levé en haussant le ton. Il a demandé pourquoi je parlais de ça. Que je venais à peine de me marier et que je faisais déjà des histoires. J'ai répondu que je ne faisais aucune histoire. Si toutes les corvées étaient pour moi, je voulais savoir si j'étais leur belle-fille ou leur bonne. Et une bonne qui payait 500 € pour avoir le droit de travailler. Étais-je mariée ou avais-je acheté un emploi? Les yeux de ma belle-mère sont devenus rouges instantanément. Une telle rapidité pour pleurer. Je n'avais jamais vu ça. Elle a agrippé le bras de Julien et, d'une voix tremblante, a gémi qu'elle s'était tuée à la tâche pour ce mariage et que le premier jour où j'entrais chez eux, je la traitais ainsi. Le visage de Julien a rougi de colère. Il s'est approché de moi et a presque hurlé d'arrêter et de demander pardon à sa mère. Je l'ai regardé fixement. Je connaissais ce visage depuis 2 ans. Nous étions assortis ensemble 1 an et demi. Le jour où il m'avait demandé en mariage, un agneau avait privatisé un petit restaurant de quartier, le sol couvert de pétales de rosée. Il avait mis un genou à terre, jurant de prendre soin de moi toute sa vie. Ses yeux étaient pleins de sincérité. Je pensais épouser un homme responsable. J'ai dit à Julien que ce que sa mère m'avait donné n'était pas une liste de attaches, mais un contrat de servitude. J'ai demandé pourquoi je devrais laver le linge et cuisiner pour toute sa famille, et payer pour le privilège. Mon salaire était le double du sien. Mes économies le triple.
Pourquoi l'avais-je épousée? Pour leur vieil appartement de 80 mètres carrés en banlieue? Pour son salaire de 1500 € net? Ou pour les 50 € de cadeau de sa mère? Julien est resté paralysé. Ma belle-mère a poussé un cri aigu en disant que si nous lui paraissions si pauvres. Pourquoi s'être mariée? Personne ne m'y avait obligée. Je me suis levée, j'ai pris l'enveloppe sur la table et je l'ai jetée alors le pied de toutes mes forces. J'ai dit que c'était moi qui étais aveugle. L'enveloppe a rebondi sur le parquet et s'est ouverte. Les billets de 10 € se sont éparpillés. Julien a levé la main pour me frapper. J'ai relevé le menton et je l'ai défié du regard. Sa main s'est arrêtée en l'air. Il ne m'a pas frappé, non pas par retenue, mais parce qu'il ne s'était jamais battu de sa fille. Il n'en avait pas le courage. Ma belle-mère s'est accroupie pour ramasser l'argent en pleurnichant sur son sort, disant que son fils avait épousé une ingrate. La porte de la chambre s'est ouverte. Mon beau-père, Arline, est apparu dans l'encadrement en débardeur, caleçon, le visage chiffonné par le sommeil et furieux. Il a regardé sa femme, ramassé l'argent, puis Julien, et a enfin posé son regard sur moi. Il a demandé ce que c'était que ce tapage à une heure pareille. Ma belle-mère a bondi et a couru vers lui en pleurant, disant que j'étais et monstre, que je les traitais de misérables, que je trouvais le cadeau ridicule et que j'avais jeté l'argent par terre. Mon beau-père a regardé les billets de 10 € sur le sol et une veine a palpité sur sa tempe. Il est entré dans la couche-chambre avec une odeur de sueur et de tabac froid qui m'a soulevé le cœur. Julien a reculé pour lui laisser la place. Alain m'a appelé par mon prénom d'un ton autoritaire, comme s'il donnait des ordres sur son chantier. Il a dit que j'étais entré dans la maison de sa famille et qu'ici, on respectait ses règles. Sa femme avait fixé des normes et je devais m'y plier. Point barre, sans broncher, j'ai regardé cet homme de 55 ans, avec son ventre à bière, MSC, calvitie naissante et son air patibulaire. Il était chef de chantier, l'argent et le pouvoir administratif étaient gérés par sa femme, mais à la maison, il s'y prenait pour l'empereur. Je l'ai appelé monsieur. Il a écarquillé les yeux et a demandé comment j'osais l'appeler ainsi, que j'avais accepté le cadeau de bienvenue et que je devais l'appeler papa. J'ai répondu qu'avec 50 €, on n'achetait pas le droit de se faire appeler papa. J'ai ajouté que le fait que son fils se marie ne signifiait pas qu'ils avaient acheté une esclave. Sion apportait leur liste à l'inspection du travail pour dénoncer 6 heures de travail non rémunéré par jour en payant pour le faire. On verrait bien ce qu'ils en diraient. Le visage de mon beau-père est passé du rouge au violet, puis au gris cendre. Il s'est tourné vers Julien, lui demandant s'il n'allait pas tenir sa femme. Julien, la tête baissée, ressemblait à un oisillon mouillé. Il a balbutié que j'avais beaucoup de caractère et qu'il valait mieux en parler le lendemain. Alain a hurlé que le lendemain, il partait sur le chantier et que j'allais démonter la maison. Ma belle-sœur Chloé a passé la tête depuis la chambre d'à côté. Elle avait les cheveux en bataille et un masque en tissu sur le visage. Sa voix était aiguë et stridente. Elle a demandé qu'on baisse d'un ton car elle avait un rendez-vous important le lendemain. Sa mère a couru la calmer, la suppliant de retourner se coucher. Chloé m'a jeté un regard en coin, un regard que je connaissais bien, plein de mépris, qui disait clairement que je n'étais pas digne de leur famille. Elle portait une nuisette en soie à 200 € et se mettait des masques à 10 € l'unité. Elle vivait au crochet de ses parents comme si c'était normal. Elle travaillait comme réceptionniste à mi-temps pour une misère. Et, chaque mois, sa mère lui donnait 300 € d'argent de poche. Chloé s'est appuyée contre le chambranle et a dit que ce n'était pas pour se mêler de mes affaires, mais qu'il ne m'avait pas obligée à payer l'apport de 10 € 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 de 10
l'appartement toute seule, ni la totalité de la salle de réception. Elle a que demandé ce que ça me coûtait de faire un peu de ménage et que son frère m'avait épousée pour que je m'occupe de lui, pas pour ramener une princesse à la maison. J'ai regardé ma belle-sœur, de 2 ans ma cadette, et j'ai souri légèrement. J'ai admis que je n'étais pas une princesse, mais quelle était la définition même d'une fille à papa et maman. À 24 ans, sa mère lui lavait encore ses culottes, et elle avait le culot de faire la morale aux autres. Le visage de Chloé a viré au rouge tomate. Plissant son masque de beauté, elle a hurlé et s'est réfugiée derrière sa mère en disant que je l'insultais. Mon beau-frère Lucas est sorti à son tour. Il portait un gros casque sur les oreilles, son téléphone à la main, un bout de pizza froide dans l'autre. Il a renaclé avec cette arrogance typique d'un gamin de 10 à 9 ans pour y gâter. Hello m'a dit de ne pas me mêler des affaires de leur famille, que si je voulais, reste. Très bien. Sinon. La porte était grande ouverte. J'ai regardé cette famille. D'un coup, j'ai eu l'impression d'être au milieu d'une pièce de théâtre absurde. Mes beaux-parents, ma belle-sœur, mon beau-frère et mon mari lâchement terrés dans son coin. Ils étaient 5. J'étais la 6e. Celle qui était arrivée sans être invitée. Non. Je n'étais pas un membre de la famille. J'étais la première bonne gratuite. Julien a enfin repris la parole. Il a demandé à tout le monde de se taire, puis m'a dit de faire ce que sa mère demandait pour l'instant et qu'on en reparlerait dans quelques jours. Ma belle-mère a bondi en demandant ce qu'il y avait à reparler. S'il voulait la tuer de chagrin, Julien s'est empressé de dire que je venais d'arriver, qu'il me fallait du temps pour m'adapter. Les larmes de ma belle-mère ont coulé de plus belle. Elle a gémi qu'elle faisait tout ça pour la famille, que son mari se tuait à la tâche sur les chantiers, que Julien assubissait son patron au bureau, et qu'il méritait un repas chaud en rentrant. Elle a rappelé qu'elle avait le cœur fragile, que sa fille avait ses rendez-vous, que son plus jeune fils devait réviser ses partiels, et qu'elle avait bien le droit à un peu d'aide. Le drame familial méritait un prix d'interprétation. J'ai regardé l'horloge au Mour. Il était 1h du matin. Le mariage avait commencé à 10h. J'étais restée debout sur des talons pendant des heures, à trinquer avec tout le monde, a le visage engourdi à force de sourire, les pieds en feu. Je n'avais même pas eu le temps de boire un verre d'eau. Être là, pour ma nuit de noces, j'étais encerclée par un tribunal familial parce que je refusais d'être la boniche de tout le monde. Soudain, une fatigue profonde m'a envahie. Pas physique, mais une fatigue venue de l'âme, 2 ans de relation, des mois de préparatifs, 30 000 € de mes économies englouties et 20 000 € de leur côté pour la réception. Tout ça pour recevoir une liste de corvées et une enveloppe de 50 €. Je ne voulais plus discuter. J'ai dit d'accord. Tout le monde s'est tu. Я dit que j'avais vu la liste, mais que j'avais une condition. Les yeux de ma belle-mère se sont allumés. J'ai exigé que mon nom soit ajouté sur l'acte de propriété de l'appartement. Si oui, je ferai les tâches. Sinon, hosti, question. Mon beau-père a rugi presque instantanément qu'il n'en était pas question. C'était lui qui avait acheté cet appartement. Pourquoi diable mettrait-il mon nom? Pour qui je me prenais? J'ai dit qu'il n'y avait plus rien à discuter. J'ai pris mon téléphone et me suis dirigée vers la porte. Julien m'a attrapé le bras, demandant où j'allais. J'ai répondu que je rentrais chez mes parents, que je ne supportais pas leurs règles. Mon beau-père s'est planté devant la porte. Il m'a menacé en disant que, si je franchissais ce seuil, je ne remettrais plus jamais les pieds ici. Yelai, regardez, et j'ai articulé clairement que si je passais cette porte,
son fils, serait un homme divorcé et que les 20 000 € qu'ils avaient dépensés pour la fête, je ne les rembourserai jamais. Qu'il essaie pour voir, le visage de mon beau-père s'est crispé. Il savait que je ne plaisantais pas. L'argent était déjà dépensé. Si est partais, il perdait tout. Ma belle-mère est intervenue en vitesse, jouant les pacificatrices. Elle me dit-elle à me reposer, que j'étais fatiguée et qu'on en reparlerait demain. J'ai regardé cette louve déguisée en agneau et le fils à maman dans son coin, les restes de la tribu derrière la porte. J'ai souri avec ironie. D'accord. On en parlerait demain. Je suis rentrée dans la chambre et j'ai fermé la porte. Julien est entré derrière moi. Il a ramassé l'enveloppe et les billets éparpillés. Il m'a tourné, le dos comme un gamin pris en faute, mais je savais qu'il ne se sentait pas coupable. Il attendait juste que l'orage passe. Je l'ai appelé. Il s'est tourné vers moi. J'ai demandé ce qu'il pensait du fait que sa mère me donne 50 € et que toute sa famille me traite comme leur domestique. Il est resté, silencieux un long moment, puis m'a dit d'être patiente et d'encaisser un peu. J'ai fermé les yeux. Depuis l'autre côté du mur, j'entendais les murmures de ma belle-mère, les insultes étouffées de mon beau-père. Chloé était au téléphone, probablement en train de cracher sur mon dos à ses copines. C'était ma nuit de noces. Un mari qui me demandait d'encaisser lors de notre premier rendez-vous. Julien portait une chemise blanche. Nous avions discuté 3 heures à la terrasse d'un café. Il m'avait dit vouloir un foyer chaleureux, une femme, idée, enfant, quelqu'un qui l'attendrait avec un bon dîner après le travail. Cette vision simple m'avait touchée. Je croyais avoir trouvé un homme sérieux, mon œil. Je me suis retournée dans le lit. L'écran de mon téléphone s'est allumé. Un instant, tout message de ma meilleure amie. Élise, bon mariage Camille. Demain commence ta nouvelle vie de bonheur. J'ai regardé le message un long moment, les doigts paralysés, puis j'ai tapé une ligne. Élise. Donne-moi le contact de ton amie, avocate. Elle a répondu presque tout de suite pour savoir ce qui se passait. Je n'ai pas répondu. J'ai verrouillé le téléphone et je l'ai glissé sous l'oreiller. À 6 heures du matin, le bruit de la cuisine m'a réveillé, le cliquetis des spatules, l'huile qui grésille, la voix aiguë de ma belle-mère qui pressait « Quelqu'un ?» J'ai ouvert les yeux. La place à côté de moi était vide. Julien s'était levé. Je suis restée allongée 2 minutes, puis je me suis levée, et, ouvrant la porte, ce que j'ai vu dans le salon m'a glacée. 3 corbeilles à linge en plastique étaient alignées devant la télévision, une pour le foncé, une pour le clair, une pour les sous-vêtements et les en chaussettes. Elles débordaient de pantalons de chantier, de chemises de nuit, t-shirt jaunis, de la lingerie en dentelle de ma belle-sœur et des caleçons d'œufs, mon beau-frère. Un mélange d'odeur de sueur et de détergent bon marché flottait dans l'air, l'odeur d'un homme adulte après une journée sur un chantier, celle d'un adolescent après le sport, le côté le plus sordide de la vie de famille. Ma belle-mère a passé la tête depuis la cuisine, son tablier taché d'huile, haine qui me voyant, son sourire est apparu, plus ponctuel que le soleil. Camille, toi es debout? Parfait. La machine à laver est en panne. Lave tout ça à la main. Finisse. Avant midi. Ton beau-père a besoin de ses affaires pour cet après-midi. Sur ce, elle a posé un bol de chocolat chaud sur la table et est repartie chercher des tartines. Tout lui semblait naturel, comme si la dispute de la veille n'était qu'un rêve et que mon destin était de laver le linge sale de 6 personnes. Je n'ai pas bougé. Je suis allée dans la cuisine.
J'ai fait chauffer de l'eau. J'ai pris une infusion haut de gamme qu'Élise m'avait offerte et je me suis installée sur le canapé pour lire les informations sur mon téléphone. Quendma. Belle-mère est sortie avec les tartines. Son sourire a enfin disparu. Elle m'a en fait remarquer que le linge était toujours là. J'ai dit que j'avais vu, sans lever les yeux de mon écran. Elle m'a ordonné de le laver. J'ai répondu que je n'en avais pas envie. Ses lèvres ont tremblé. Chloé est sortie de sa chambre, en nuisette, les cheveux en bataille. Elle a bâillé, s'est approchée des corbeilles, a sorti 2 de ses culottes et les a jetées sur la table basse devant moi. Elle m'a dit de faire attention à ne pas les déformer. J'ai levé les yeux et je lui ai demandé pourquoi elle ne lavait. C'est pas ses sous-vêtements elle-même. Elle a levé les yeux au ciel en disant que ça, et mère avait décrété que c'était mon travail. J'ai rétorqué que si sa mère, lui, disait de se jeter d'un pont, elle le ferait peu, être aussi. Chloé s'est mise à hurler pour appeler sa mère. La machine à larmes de ma belle-mère s'est remise en marche. Ses mains tremblaient. Elle m'a demandé ce que je cherchais. J'ai répondu que j'avais dit qu'on en parlerait aujourd'hui. C'est pas que j'allais laver leur linge aujourd'hui. J'ai bu une gorgée de ma tisane. Julien est sorti de la salle de bain, le visage humide, habillé d'une chemise propre que nous avions achetée en solde. Il a froncé les sourcils et m'a dit que, puisque je ne travaillais pas aujourd'hui, je pourrais faire un effort. Yaï, répondu que mon jour de congé ne faisait pas de moi leur domestique. Avec son salaire de 1 500 €, il ne pouvait pas s'offrir une gouvernante à plein temps, au tarif du marché, en faire la cuisine, le ménage et le linge pour 6 personnes coûteraient au moins 2 000 € net. Sa mère exigeait 5 et 100 € de ma poche. En clair, j'apportais une valeur de 2005 et 100 € par mois, et je payais pour ça. Julien est resté sans voix. Chloé est intervenue, me reprochant de tout, calculé, que nous étions une famille, j'ai ri jaune, une famille qui me fait payer un loyer déguisé et qui refuse de mettre mon nom sur l'acte à notarier. Lucas est sorti à son tour, torse nu, et a balancé une paire de chaussettes de sport blanches à mes pieds, m'ordonnant de les laver pour son match du lendemain. L'odeur était insoutenable, leur culot me fascinait. Il croyait sincèrement qu'une épouse était un bien de consommation. Je n'ai pas ramassé les chaussettes. Chloé a pété un câble. Elle s'est plantée devant moi et a hurlé que si je ne se lavais pas, je devais dégager, que cette maison ne voulait pas de moi. Yaï, regardez autour de moi, et je lui ai demandé si c'était sa maison. Elle vivait ici, depuis 24 ans, sans payer un centime, sans jamais avoir fait cuire un œuf. De quel droit me virait-elle? Elle a hurlé à l'aide vers son frère, qui n'a rien su dire. Alain, mon beau-père, est sorti en tenue de chantier. Son casque de protection à la main, son thermos sous les bras. Il a voulu ligne. Mon attitude et son visage s'est assombri. Sa femme a couru lui dire que je refusais de laver ne serait-ce qu'une paire de chaussettes. Il a frappé la table avec son thermos, et il m'a regardé de toute sa hauteur, et m'a dit que c'était lui le patron ici. Demandant si mes parents ne m'avaient pas éduquée, je me suis levée, je lui ai dit que mes parents m'avaient appris le respect mutuel, et je lui ai demandé s'il me respectait, à Louis, s'il me traitait comme un être humain. Il a levé la main. Julien a essayé de s'interposer, mais son père l'a repoussé et m'a pointé du doigt. Il m'a prévenu que si je ne lavais pas ce Alain aujourd'hui, je n'aurais plus un jour de paix dans cette maison. J'ai pris mon téléphone et je me suis dirigée vers la chambre pour faire ma zina. Van Lise.
Ma belle-mère a hurlé par derrière que je n'oserais pas, Alain Arugi, que si je passais la porte, je ne rentrerais plus. Je me suis arrêtée et je l'ai. Regardez, cet homme de 55 ans, de rouge de colère, se prenait pour un seigneur féodal avec sa métayère. Je suis entrée dans la chambre, j'ai ouvert, porte l'armoire, et j'ai commencé à remplir ma valise. Julien m'a suivi et m'a attrapé la main. Me demandant si j'étais folle, Yai répondu que ça ne rimait à rien de rester pour être leur bonne et de payer pour ça. M'avait-il épousée pour avoir une femme ou une aide à domicile gratuite? Il a balbutié qu'il fallait penser aux sentiments de tout le monde. J'ai ri de façon amère. Et mes sentiments? Sa mère m'exploitait. Son père me menaçait. S.A. fratrie me méprisait. Et lui ne disait rien. J'ai fermé la valise et je suis retournée dans le salon. Chloé souriait d'un air suffisant. Lucas me filmait avec son téléphone, disant qu'il allait envoyer ça sur le groupe de la famille. Je l'ai regardé droit dans l'objectif et j'ai dit « Envoie-le pour que tous vos proches voient à quoi ressemble un mariage chez les Garcia ». Lucas s'est figé. Mon beau-père bloquait la porte d'entrée. Il a répété que je ne partirais pas. J'ai avancé la valise. « Être là ». Il m'a giflé. Un coup violent. Tout mon corps a basculé sur le côté. Ma joue m'a brûlé. Mes oreilles ont sifflé. Un goût de sang a rempli ma bouche. Avant que je puisse réagir, il m'a collé une deuxième. Au gifle de l'autre côté, ma tête a violemment secoué. Pendant un instant, Yaivo, noir. Un silence de mort est tombé sur le salon. Ma belle-mère a cessé de pleurer. Chloé a effacé son sourire. Le téléphone de Lucas lui a glissé des mains. Julien était cloué au sol. J'ai tourné la tête vers mon beau-père. Il haletait. Les yeux injectés de sang, dans son propre salon, devant toute sa famille. Il venait de frapper la femme de son fils. 2 jours après le mariage, j'ai passé la langue sur ma lèvre fendue. J'ai goûté le sang. J'ai demandé « Autre chose ?» Il s'est figé. Il s'attendait à ce que je pleure. Queché, m'effondre. Que je sois soumise comme sa propre femme. Il ne savait pas que, depuis mon mariage, j'avais changé. J'ai lâché ma valise et je suis allée sur le balcon. Dans un coin, il y avait un reste de travaux, une lourde barre de fer d'un peu plus d'1 mètre, Yelai, empoignée, et je suis revenue dans le salon. Julien a crié mon nom, me demandant de lâcher ça. Je ne l'ai pas écouté. Je me suis approchée de la table bassant, en verre. J'ai levé la barre et j'ai frappé de toutes mes forces. Le bruit du verre trempé qui explose a été assourdissant. Les débris ont volé, partout, brillant comme une pluie de diamants brisés. L'eau de ma tisane a répandu sur le parquet. La structure de la table s'est effondrée. Silence, absolu. Je me suis redressée avec la barre. Mon beau-père a reculé de 2 pas. La colère laissant place à la panique. Ma belle-mère s'est cachée derrière lui, tremblante. Chloé avait les 2 mains sur la bouche. Lucas était accroupi. Julien avait la mâchoire décrochée. J'ai levé la barre et je les ai pointés, un par un. J'ai dit que si quelqu'un ouvrait encore la bouche, je détruisais cette maison. Personne n'a parlé. J'ai mis la barre sur mon épaule. J'ai pris ma valise de l'autre main et je me suis dirigée vers la porte. Avant de sortir, j'ai dit à Julien que mon avocat lui enverrait les papiers du divorce. J'ai fermé la porte derrière moi. Yai pris l'ascenseur. Au rez-de-chaussée, j'ai craché un peu de sang. Une dent bougeait. Mais j'ai souri. J'ai appelé Élise et je lui ai demandé de prendre rendez-vous avec son avocat le jour même. J'ai dit que mon beau-père venait de me gifler et que j'avais explosé leur table. Élise est arrivée en trombe avec sa voiture.
En voyant mon visage gonflé, ses yeux se sont embués. Elle a voulu prendre la barre de fer pour monter, s'expliquer. Mais je l'ai arrêtée. Le mal était fait. Nous sommes partis chez Maître Lambert. Le cabinet était au 12e étage d'un bel immeuble. Maître Lambert, la trentaine, en voix posée, a écouté toute l'histoire. Il a pris des notes. À la fin, il a demandé le certificat médical. Je lui ai expliqué que j'allais directement aux urgences. Il m'a précisé que des gifles entraîneraient sans doute une ITT de moins de 8 jours, ce qui limiterait les poursuites pénales lourdes, mais que, pour le divorce pour faute, c'était une preuve en or. Je voulais que Julien ne récupère rien. J'ai alors sorti ma carte maîtresse. J'ai expliqué que la veille du mariage, Julien m'avait donné les codes de son vieux téléphone pour sauvegarder des photos. J'y avais trouvé une vidéo de lui, une semaine avant le mariage, embrassant l'une de mes demoiselles d'honneur, Manon. Sur la vidéo, il entendait dire clairement que dès qu'on serait mariés et qu'il aurait touché les 30 000 € de ma part, il divorcerait pour se mettre avec elle. Les yeux de Maître Lambert se sont allumés. L'adultère et l'escroquerie au mariage, combiné à la violence de la belle famille, il m'a assuré qu'on obtiendrait des dommages et intérêts et que le juge serait impitoyable. Mais, pour l'argent du mariage, déjà sur les comptes conjoints, c'était plus complexe. Maître Lambert m'a suggéré de le manipuler pour qu'il rende les fonds volontairement avant de lancer la procédure. Je suis allée aux urgences. Le rapport médical était clair. Contusion, légère, commotion, dents fragilisées. Le soir, à l'hôtel, Julien m'a appelé. Il m'a dit de rentrer, que son père s'excusait d'avoir perdu les nerfs. 2 gifles, c'était juste perdre ses nerfs. Je l'ai menacé de porter plainte et de faire quelques nuits de garde à vue à son père. Il a paniqué. Le lendemain, Élise m'a procuré 3 minuscules caméras espionnes. Je rentrais, dans la gueule du loup. Julien est venu me chercher. Soulagée que je sois, prétendument soumise. À la maison, l'ambiance était glaciale, mais j'ai joué la comédie à la perfection. Le soir, j'ai installé les caméras, une dans le tableau électrique de la cuisine, une dans le couloir et une dans une multiprise de notre chambre. Le lendemain matin, j'ai préparé un petit déjeuner royal, des crêpes, des œufs brouillés, du bacon. J'ai été la belle-fille modèle. Je souriais, je nettoyais. Toute la famille a jubilé. Ils pensaient m'avoir dompté. L'amide. Seule à la maison, j'ai regardé les enregistrements. Le manège pathétique de la famille s'étalait sous mes yeux. Ma belle-sœur, censée chercher, tout du travail, fouillait dans mes affaires. Je l'ai vue sur la caméra voler mon collier en or et de l'argent dans ma table de nuit. J'ai tout sauvegardé. Le soir, j'ai préparé un bœuf bourguignon somptueux. Julien est rentré. Enravi. L'aïe, au moment était venu. Dans le lit, je lui ai parlé d'un projet d'investissement. Avec Élise, dans les énergies renouvelables, 15% de rentabilité, assurée. Je voulais investir 50 000 €. Tout notre capital, Yaivo. La cupidité s'allumait dans ses yeux. Quelques jours plus tard, Élise est venue faire sa présentation avec de faux documents brillants. Julien et ses parents ont mordu à l'hameçon. Julien a transféré 50 000 € sur un compte sécurisé que j'avais ouvert au nom d'une lointaine cousine. Le soir même, le SMS de la banque a confirmé la transaction. C'était fait, il était plumé. Une semaine plus tard, ma belle-mère a organisé un grand buffet dînatoire dans une salle réservée.
pour se vanter de mon intégration auprès de toute la famille élargie. Elle m'avait fait cuisiner toute la nuit pour économiser les frais de traiteur. J'avais invité mes propres parents, divorcés depuis 8 ans, à s'asseoir à des tables séparées. Je voulais que la famille Garcia comprenne que le divorce ne me faisait pas peur. La salle était pleine. Ma belle-mère a fait un discours mielleux sur son incroyable belle-fille. Mon beau-père a pris le micro pour faire l'apologie de ces règles strictes et de l'autorité. J'ai pris le micro à mon tour. Jag dit que j'avais beaucoup appris sur leurs règles et que je voulais leur montrer. J'ai appuyé sur la télécommande du projecteur. La première image s'est affichée sur l'écran géant. Le salon transformé en laverie avec la montagne de linge. Sale. Le lendemain de mes noces, des murmures ont parcouru l'assemblée. Deuxième diapositive. La vidéo de la caméra de sécurité. Mon beau-père me giflant violemment. La brutalité de l'image a jeté un froid polaire dans la salle. J'ai brandi mon certificat médical descriptif. Troisième élément. Un fichier audio. La voix aiguë de ma belle-mère exigeant que je paie 500 € et que je lave leurs chaussettes à la main. Enfin, la vidéo de Julien et Manon dans la chambre d'hôtel, promettant de me vider de mon argent pour divorcer. Le visage de Julien est devenu livide. Il a couru vers l'estrade pour m'arracher le micro. Mais la sécurité de l'hôtel, prévenue par Élise, l'a plaqué au sol. La salle était en plein chaos. Mon beau-père fulminait. Ma belle-mère s'est effondrée sur sa chaise. Chloé s'est mise à pleurer, humiliée, du haut de l'estrade. J'ai jeté le dossier de mise en demeure de divorce aux pieds de Julien. Je leur ai annoncé que les 50 000 € étaient partis en lieu sûr. Le prix de leur trahison, je suis descendue de l'estrade. J'ai quitté la salle sous les regards sidérés. Dehors, le soleil brillait. Élise m'attendait avec ma veste. Nous sommes allés, dans un bistrot du coin, manger un bon pot-au-feu, dans le calme le plus absolu. 3 jours plus tard, la convocation au tribunal tombait. La famille Garcia a tenté des contre-attaques, des menaces, des mensonges. Mon beau-père a fini en garde à vue, jugé en comparution immédiate pour violence volontaire. Chloé a dû affronter la plainte pour vol. Le jour de l'audience pour le divorce, le juge aux affaires familiales n'a eu aucune pitié. Le divorce pour faute exclusive de Julien a été prononcé. Yae obtenu 50 000 € de dommages et intérêts. Julien, ruiné, a dû payer les frais d'avocat. Mon beau-père a écopé d'une amende et d'une condamnation inscrite à son casier. En sortant du tribunal, j'ai vu Julien, le regard vide, et mon ancien beau-père, encadré par les gendarmes. Je n'avais plus de haine, seulement une indifférence glaciale. Élise m'a conduite jusqu'à un immeuble neuf. J'ai signé l'acte de vente de mon nouvel appartement. Seule, libre, la ville continuait de bourdonner. Avec ses drames et ses victoires. Et moi, j'étais enfin chez moi.